Hello, hello, bonjour, bismillah. Donc, on va continuer la résolution de problèmes. Bon, là, on va s'attaquer à ce problème de 7. Et avant de parler de ce problème, revenons un peu à ce problème-là parce que j'avais une question que je vais sauter. La question que j'ai sautée est la suivante. On a déjà comparé U et la somme et on a dit que les tensions efficaces, comme les courants efficaces, ne s'ajoutent pas. Maintenant, la question, c'est pour quelle fréquence atome UC est égal à UR. Donc, c'est ça la condition. UC est égal à UR. Super. Vous savez que UR, c'est RI en efficace. Et UC, c'est 1 sur C oméga I. Pour avoir UC est égal à UR, je dois avoir nécessairement R égal à 1 sur C oméga. Et je simplifie par le I là. OK? Super. Donc, R doit être égal à 1 sur C oméga. Ça veut dire que oméga, c'est 1 sur RC. Mais oméga, c'est 2 pi F. Donc, je dois avoir F qui doit être égal à 1 sur 2 pi RC. Donc, je fais l'application numérique. F est égal à 1 sur 2 pi. Je connais 2 pi. R, c'est quoi? C'est 1000 ohms. ST, c'est quoi? 10 moins 8 farad. Et si vous faites ce calcul, vous trouvez un F de 15 900 Hz. Ça veut dire 15,9 kHz. Très bien. Donc, revenons-en à notre exercice de 7. Donc, on a un circuit RL en parallèle. Donc, vous voyez, ça, c'est le courant principal I qui entre. Et la tension sinusoïdale qui s'applique, c'est U. Donc, vous voyez que ici, puisqu'on a L et R en parallèle, UR égale à UL est égal à U. C'est en dérivation. Les tensions sont les mêmes. OK. Donc, ça, je peux le prendre aussi en complexe, évidemment. Très bien. Maintenant, j'appelle IL le courant qui parcourt la bobine et IR le courant qui parcourt ma résistance. Donc, au lieu de faire une analyse en impédance, Z équivalent, ça c'est l'impédance complexe, je vais utiliser l'admittance complexe. Donc, l'admittance complexe, Y équivalent complexe, c'est 1 sur Z équivalent complexe. Les deux se valent. Il y a certains problèmes, c'est plus facile d'utiliser l'admittance. Dans d'autres, c'est plus facile d'utiliser l'impédance. Donc ici, on fait le choix délibéré d'utiliser l'admittance. Donc la première question, c'est quoi l'admittance complexe Y équivalent? Bon, ici, on a R et L en série. Donc le Y équivalent, est-ce que vous vous rappelez? En fait, en série, je vais vous le rappeler rapidement, hein. En série, Z équivalent, c'est la somme des Z en parallèle. 1 sur Z équivalent, c'est 1 sur Z1, c'est 1 sur Z2. Pour les admittances, c'est différent. En série,
1 sur Y équivalent va être 1 sur Y1 plus 1 sur Y2. Et en parallèle, Y équivalent va être la somme, va être Y1 plus Y2. OK? Donc, ça, c'est l'admittance en série. Et ça, c'est l'admittance en parallèle. OK, super. Donc, ici, mon admittance équivalent, ça va être l'admittance de R complexe plus l'admittance de L complexe, puisque les deux sont en parallèle. Donc, les admittances s'ajoutent. Donc, Y équivalent que je cherche, c'est quoi l'admittance? Vous vous rappelez, c'est quoi l'admittance de R? C'est 1 sur ZR. En gros, c'est 1 sur R. C'est quoi l'admittance de L? C'est 1 sur ZL. En gros, c'est 1 sur JL oméga. Donc, l'admittance, c'est moins J, 1 sur L oméga. Okay? Donc, l'admittance équivalente va être l'admittance de R, qui est 1 sur R, plus l'admittance de YL, qui est, on va dire, moins J, 1 sur L oméga. Donc, c'est ça l'admittance équivalente. Je le réécris ici. L'admittance équivalente, c'est 1 sur R, moins J, 1 sur L oméga. Donc, ça, c'est l'admittance équivalente complexe de ce dipôle-là. 2. En déduire l'admittance réelle, qui est le module de l'admittance complexe équivalente. Donc, il va être racine carrée de 1 sur R carré, 1 sur L oméga au carré. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, super. C'est ça l'admittance réelle. Donc, je peux l'entourer. Okay, l'admittance réelle, c'est racine carrée de 1 sur R carré, 1 sur L oméga au carré. Je vous rappelle que l'admittance complexe, c'est 1 sur l'impédance complexe. Donc, l'admittance complexe, c'est le courant complexe divisé par la tension complexe. C'est-à-dire que ce courant-là qui entre, si j'ai sa variable complexe que je vais appeler I, et cette tension aux bornes, si j'ai sa variable complexe que j'appelle U, l'admittance complexe, donc c'est le ratio entre le courant complexe divisé par la tension complexe. Okay. Donc le module de l'admittance complexe qu'on vient de calculer là, qui est ce module-là, ou la norme de l'admittance complexe, c'est égal au ratio des valeurs efficaces. C'est I efficace divisé par U efficace. Bien, c'est I max divisé par U max. OK? Et c'est ça qu'on vient de calculer, racine carrée de 1 sur R carré, 1 sur L oméga carré. L'argument de Y équivalent, à votre avis, c'est quoi? L'argument de Y équivalent va être le phi I moins phi
Parce que vous voyez ici, on a le i au numérateur et u au dénominateur. Donc, l'argument de ça va être l'argument de i moins, la phase de i moins la phase de u. Donc, l'argument de y équivalent, ça va être phi i par rapport à u. Donc, le déphasage de i par rapport à u. On est d'accord? OK, super. Donc, maintenant, on a déterminé ça déjà. C'est ça qu'on a appelé l'équation 1. Maintenant, on va déterminer phi u par rapport à i. Comme je vous l'ai dit, phi i par rapport à u, c'est quoi? C'est moins phi par rapport à i. Okay? Si tu es en retard, je suis en avance. Donc moi, je veux phi u par rapport à i. Donc, c'est moins phi i par rapport à u. Et ça, c'est moins l'argument de y équivalent. De y équivalent. Y équivalent étant l'admittance. OK. C'est quoi maintenant? Il est où? Y. Y, il est là. Ça, c'est l'expression initiale. OK? Y, il est là. Je vais le mettre en bleu. Y, il est là. Exactement là. Donc, c'est quoi l'argument de ce complexe? Well, l'argument de ce complexe, l'argument de Y équivalent, c'est l'arc tangente, tan inverse, tan moins 1, de la partie imaginaire de Y équivalent divisé par la partie réelle de Y équivalent. Donc, c'est arc tan inverse de moins 1 sur L oméga divisé par 1 sur R. Donc, ça me fait le moins, je peux le sortir. Arc tangente de R, L oméga. Donc, ça, c'est l'argument de Y équivalent. Donc, n'oubliez pas ce moins. Donc, si U par rapport à I, c'est moins cet argument, donc ça va être plus arc tangente de R sur L oméga. Super. J'espère que c'est clair. OK. Donc, maintenant, on va faire l'application numérique. Je vous donne U, 2 volts. F, c'est 15 000 R. R, c'est 4700 ohms. Et L, c'est 65 10 moins 3 Henri. OK? Première chose, on va calculer d'abord Y équivalent et U. Bon, pour Y équivalent, qui est l'admittance réelle, j'ai besoin d'appliquer la formule. Quelle formule? La formule 1 qui est là. Donc, ça va être 1 sur R au carré, mais R, c'est 4700 au carré, 1 sur L. N'oubliez pas, L, c'est 65 10 moins 3. Henri, c'est ça, multiplié par oméga. Bon, oméga, je vais vous l'écrire. Oméga, c'est 2 pi F. OK? Donc, ça va faire 2 pi multiplié par F qui est 15 000. OK? F, il est là. Donc, on prend ce oméga et on le met là. Et n'oublions pas le carré. OK? Donc, on fait le calcul. Vous avez Y équivalent. Si vous faites bien le calcul, j'ai trouvé 2,68 10 moins 4 Siemens au moins 1. Ça, Y équivalent. Donc, à partir de ça, on peut calculer Z équivalent si vous voulez. Mais bon, c'est pas la peine. On garde Y équivalent et 2,68 10 moins 4 au moins 1. Bien Siemens. Qu'en est-il de la phase? Bon,
On utilise notre calculatrice, arctan de R, je connais R. C'est combien R? 4700, on l'a déjà calculé. C'est-à-dire, on nous l'a déjà donné. Donc, 4700, L oméga, j'ai déjà L oméga, il est là. Et oméga étant 2πf qui est là. Vous faites le calcul et vous vous rendez compte que phi U par rapport à I est égal à 37,5 degrés. OK. Donc, je répète. L'admittance complexe Y équivalent. Je veux dire l'admittance réelle, qui est le module de l'admittance complexe, c'est 2,68 10 moins 4 Siemens au moins 1. Le Siemens, c'est le au moins 1. C'est l'inverse. Et on vient de calculer phi par rapport à I, qui nous donne combien? Qui nous donne 37,5 degrés. OK. Donc, en fait, U, qui est la tension aux bornes de tout, aux bornes des deux là, hein, et I sont en déphasage. Et I est en avance de combien de degrés? 37, plus 37 degrés, 5. Okay? Donc, celui-là est en avance de phase par rapport à celui-là de 37,5 degrés. Super. Donc, l'application numérique, c'est ça. Maintenant, on nous demande de calculer IR, c'est-à-dire la valeur efficace qui traverse la résistance IR. Pour calculer IR, je vais utiliser la loi d'Ohm. Maintenant, la loi d'Ohm avec les impédances, ça va être YR multiplié par V. Ça, c'est juste la loi d'Ohm. Hein? OK? En impédance, vous vous rappelez, en impédance, on a I égale à Z équivalent. En admittance, on aura la loi d'Ohm qui va être I sur U de Z. Okay? Bon, ici, on va dire ZR. ZR. Donc, I, la loi d'Ohm, ZR. Ah, pardon, YR ici. Ah, qu'est-ce que je raconte? Okay, je suis fatigué. OK? Donc, c'est YR. Donc, I, c'est YR multiplié par I. Ça, c'est la loi d'Ohm. Donc, c'est ça que je viens d'écrire ici. Donc, IR, c'est YR qui est 1 sur R multiplié par U. Donc, on va faire l'application numérique. 1 sur R, c'est 1 sur 4700 multiplié par U qui est 2 volts. Et ça nous donne IR. Combien vous avez pour IR? Pour IR, j'ai quelque chose comme 0,43 milliampères. Je l'ai en ampères et je le mets en milliampères, 0,43 milliampères. Qu'en est-il de IL? OK. IL, je vais appliquer la même chose. C'est YL multiplié par je veux connaître le courant efficace qui passe par ma bobine, IL. Ce que je dois faire, c'est que je dois calculer l'impédance réelle de la bobine et l'impédance réelle de la bobine YL. On vient de dire que c'est 1 sur L oméga. OK? Ça, c'est l'impédance réelle de la bobine, qui est le module de l'impédance complexe de la bobine, qui n'est rien d'autre que le ratio des valeurs efficaces. Donc, c'est IL divisé par UL, mais UL, c'est U. OK? Donc, à partir de là, j'écris juste que IL, c'est YL multiplié par U.
Donc, IL, c'est 1 sur L oméga multiplié par, je mets l'application numérique, donc j'ai 2 volts divisé par L oméga qui est 65 10 moins 3 et oméga qui est 2 pi F et F qui est combien? 15 000. Et vous faites le calcul et vous trouvez que IL, c'est combien? Je fais le calcul, 0,33 millihenries. OK. Mais aussi, on peut calculer I, la valeur efficace de I. C'est le I principal là qui est là. Donc, la valeur principale de I, c'est la valeur efficace, pardon. Donc, I, c'est, aussi la loi d'Ohm, ça va être Y équivalent, l'admittance réelle équivalente, multiplié par I. Donc, c'est 2,68 moins 4 multiplié par U. Et U, c'est égal à combien? U, c'est égal à 2 volts. Et ça nous donne 0,54 milliampères. Donc, ça, c'est I. OK? Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Déjà, on remarque que IL, la valeur efficace, et IR, la valeur efficace, je les ajoute, c'est différent de I. Parce que les valeurs efficaces ne s'ajoutent. Okay? Les valeurs complexes s'ajoutent et la valeur efficace ne s'ajoute. Très bien. OK, super. Maintenant, la question qui suit, c'est déterminer phi par rapport à I. On a déjà déterminé ça. I, U par rapport à I. Donc, c'est quoi le déphasage entre ça et ça? On l'a déjà déterminé. C'est ça. C'était tan inverse de R sur L oméga. Connaissant R, connaissant L oméga qui est 2 pi F, on a déjà déterminé I, U par rapport à I. Maintenant, on veut IL par rapport à I. Quel est le déphasage entre IL, il est où IL? IL, il est là. C'est le courant qui passe par la bobine par rapport à I. Comment on fait? Donc, on va faire phi IL par rapport à I. Je vais dire que c'est, je vais faire la relation des charges. Donc, je vais introduire I, pardon, je vais introduire U ici. Donc, c'est phi IL par rapport à U plus phi par rapport à I. OK? Donc, j'ai juste introduit entre IL et I la variable U. Bon, ça, je connais déjà. Ça, c'est combien? Ça, c'est 37,5 degrés. On a déjà calculé ça, phi par rapport à I. Maintenant, c'est quoi phi IL par rapport à I? Revenons à notre euh, circuit. Donc, je veux connaître le déphasage entre IL, IL, il est là, c'est le courant qui passe par une bobine, et U. Mais U, c'est UL. Donc, déphasage entre le courant dans une bobine par rapport à la tension sur cette bobine. Donc, ça, c'est moins 90. Dans une bobine, la tension est en avance par rapport au courant qui traverse la bobine de plus 90. Donc, ça veut dire que le courant est en retard par rapport à la tension à travers la bobine de 90 degrés, donc moins 90 degrés. En d'autres termes, phi ILI, c'est moins 90 plus 37,5 degrés. Donc, phi IL par rapport à I, ça nous fait, vous faites le calcul, 52 moins 52,5 degrés.
On est d'accord? Super. Maintenant, c'est quoi phi? I par rapport à IR. Ça, c'est la dernière question ici. Encore une fois, je vais introduire U. Donc, ça va être I par rapport à U plus U par rapport à IR. Donc, je veux I, le déphasage entre ce I-là et ce IR. Donc, pour cela, j'ai introduit une variable intermédiaire qui est le U. Maintenant, c'est quoi le déphasage entre I et U? Je connais le déphasage entre U et I. Donc, le déphasage entre I et U, c'est le moins 37 degrés. On l'écrit moins 37,5 degrés. Maintenant, c'est quoi le déphasage entre U et IR? Entre la tension aux bornes de ma résistance et le courant qui traverse la résistance. C'est zéro. Pour une résistance, la tension aux bornes de la résistance est toujours en phase avec le courant qui traverse la résistance. En d'autres termes, phi I, IR, juste moins 37,5 degrés. Super. Maintenant, la dernière question. Pour quelle fréquence a-t-on I U par rapport à I est égal à 45 degrés? Bon, on sait déjà que phi U par rapport à I, c'est arctan de R sur L oméga. I mean, pardon. Euh, oui, c'est bien ça. Donc ça veut dire que la tangente de ça, la tangente de 45, qui est 1, est égale à R sur L oméga. Donc ça veut dire que oméga et 2πf est égal à combien? R sur L. En d'autres termes, F, c'est R sur 2πL. Donc, pour avoir 45 degrés de déphasage entre U et I, je dois avoir une fréquence qui est ça. Donc, la fréquence, ça va être la résistance, 4700 ohms, divisé par 2pi L. L, c'est 65, 10-3. Et vous faites le calcul. Donc, ça nous donne une fréquence qui nous donne ce déphasage de 45 degrés qui est de combien? J'ai trouvé 11,5 kHz. Donc, c'est ça la fréquence qui me donne un déphasage de 45 degrés. Donc, en jouant sur la fréquence, je peux jouer sur les déphasages, évidemment. Ok. Super, c'est un exercice intéressant. Donc, voilà, j'utilise les admittances au lieu des impédances. Prochain exercice, on va résoudre ce problème. Maintenant, qui est un circuit RLC en série. Ça aussi, c'est presque une question de cours, hein. Encore une fois, le cours, il est bien fait. Si vous avez des problèmes, allez revoir les slides et les cours et notre cours. Ok. Donc, ça, c'est une question de cours. On a un régime sinusoïdal, circuit RLC en série. J'ai mon courant I qui va dans ce sens. J'ai mon R, j'ai mon L, j'ai mon C. Et la tension totale U qui est égale à UR plus UL plus UC. Évidemment, ça, c'est des valeurs instantanées. OK? Ou les valeurs complexes, si je veux. Ou des valeurs vectorielles, mais pas les valeurs efficaces. Qui ne s'ajoutent pas parce que c'est des moyennes. OK. Première question, déterminer Z équivalent complexe. Bon, Z équivalent complexe. Qu'est-ce que j'ai? J'ai RLC en série, donc ça va être la somme des impédances. ZR complexe, ZL complexe,
ZC complexe. En d'autres termes, ça me fait quoi? R plus JL oméga moins J sur 1 sur C oméga. J'ai réécrit ça en Z équivalent complexe à une partie réelle qui est R et une partie imaginaire J L oméga moins 1 sur C oméga. Ça vous doit vous rappeler des choses de cours et en terminale aussi, RLC en série. OK. Euh, Maintenant, ça, c'est l'impédance complexe. Maintenant, je veux l'impédance réelle. La deuxième question à déduire l'impédance réelle est la phase de U par rapport à I. Donc, j'utilise un. Donc, l'impédance réelle, Z équivalent, c'est le module de l'impédance complexe. Donc, ça va être racine carrée de R au carré plus L oméga moins 1 sur C oméga au carré. Donc, ça, c'est l'impédance réelle. Vous voyez? C'est le module de ça. Donc, racine carrée de R au carré plus la partie imaginaire au carré, qui est L oméga moins 1 sur C oméga au carré. OK, super. Maintenant, le déphasage. I par rapport à I. Voilà. Le déphasage, c'est l'argument de l'impédance complexe. L'argument de l'impédance complexe ici, c'est tangente, arc tangente ou tangente inverse, tan inverse de la partie imaginaire qui est L oméga moins 1 sur C oméga divisé par R. Vous voyez, évidemment, le signe de phi par rapport à I dépend de qui domine. Est-ce que j'ai un circuit inductif ou un circuit capacitif? Donc, dépend de est-ce que c'est ça qui domine ou c'est ça qui domine. OK? Donc, le déphasage peut être positif ou négatif selon le fait que j'ai un circuit capacitif ou plutôt un circuit inductif. Donc, si j'ai un circuit inductif, ça veut dire que c'est assez positif. Donc, si j'ai un circuit capacitif, ça c'est négatif. Ok. Super. Donc, vous voyez que dépendant de ma fréquence, je peux être en inductif ou en capacitif, ou je peux être en résistif pur. En résistif pur, je vais annuler ça. D'ailleurs, c'est la prochaine question. Donc, la prochaine question, quand U et I sont en phase, on dit qu'il y a résonance. I et U sont en phase, ça veut dire qu'on a résonance. Alors que vos Z équivalents. Bon, vous savez qu'en résonance, comme on a dit, U et I sont en phase. Donc, ça veut dire qu'en résonance, la partie imaginaire de Z équivalent complexe, ça doit être égal à 0. Okay? Ça, en d'autres termes, ça veut dire que I, UI doit être égal à 0. Oui, quand on est en résonance, si UI sont en phase, donc le déphasage entre U et I, c'est 0. Là, ça, c'est exactement dire que la partie imaginaire est égale à 0. Ça veut dire que le numérateur ici, c'est 0. Ça veut dire que L oméga est égal à 1 sur C oméga. Et c'est ça, la condition de résonance. D'autres termes, ça c'est LC oméga au carré est égal à 1. Donc, en résonance, j'ai cette condition-là. Donc, si la partie imaginaire s'annule, donc mon Z équivalent, c'est juste la partie réelle. Donc, en résonance, mon circuit devient résistif. Okay? Les deux parties inductives et capacitives s'annulent. Donc, mon circuit devient résistif et pardon, U et I sont en phase. Très bien.
Donc, en résonance, donc à la résonance est un phénomène très intéressant d'ailleurs. Donc, vous l'avez fait en cours. Donc, à la résonance, ma pulsation propre est telle que égale à 1 sur LC. Donc, à la résonance, la pulsation propre, c'est ça. OK? Donc, la résonance est telle que la pulsation propre oméga 0 obéit à cette règle-là. C'est racine carrée de 1 sur LC. Donc, c'est ça la pulsation. Bon, on peut faire les calculs, hein, parce que à peu près on a tout. On va y revenir après. OK. Donc, la pulsation propre, donc la résonance arrive à cette pulsation propre-là. Maintenant, je détermine ou je définis un coefficient de surtension Q. Et Q, c'est égal à UC sur U. Donc, c'est ça le coefficient de surtension. Bon, UC, UC, c'est quoi? UC, c'est la partie efficace de U. Donc, UC, c'est ZC I. Et U, c'est quoi? U, c'est Z équivalent I. Donc, c'est le même I parce que j'ai un circuit en série. Donc, en d'autres termes, mon coefficient de surtension, c'est ZC divisé par Z équivalent. Non, à la résonance. Donc, à la résonance, mon coefficient de surtension à la résonance, je l'appelle Q0. Ça va être quoi? Ça va être ZC divisé par Z équivalent à la résonance. ZC, c'est quoi? Bon, ZC, c'est 1 sur C oméga. On connaît déjà ça. Maintenant, c'est quoi Z équivalent à la résonance? C'est juste R. Donc, à la résonance, j'ai Q0, 1 sur RC oméga 0. Okay? Donc, ce oméga 0 là, c'est le oméga à la résonance. Donc, c'est la pulsation à la résonance. OK. Donc, on peut calculer tout ce qu'on veut, hein. Montrer qu'à la résonance, donc on vient de le montrer. Donc, je vous donne une application numérique, R égale à 440 ohms, C égale à 1 nanofarad. Probablement, ça c'est UV. Et L égale à, euh, L est égale à combien? Millihenri et U est égal à 5 volts. Calculer oméga 0. Donc, on va calculer oméga 0. Oméga 0, j'applique juste cette formule. 1 sur racine carrée de LC avec les valeurs qu'il me faut. J'ai oméga 0 qui est égal à 10 puissance 5. Donc, 100 000 radians par seconde. Donc, c'est ça, oméga 0. Calculer Q0. Bon, j'applique cette formule-là. 1 sur R, je connais R, je connais C, et je connais oméga 0. J'ai un Q0 de combien? 22,7. C'est le coefficient de surtension. Et j'aurai UC0. C'est simple, hein? J'applique juste cette formule-là. À la résonance, j'aurai UC0 qui va être U0 multiplié par U. Donc, ça me fait 22,7 multiplié par 5 volts. Donc, UC0, qui est la tension aux bornes de ma capacité, est de combien? 114 volts. Et vous voyez, effectivement, à la résonance, qu'est-ce qu'on a? À la résonance, on a une surtension ici, sur la capacité. Okay? Donc, à la résonance, on a une surtension
sur la kappa. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vais vous montrer l'exercice que je n'ai pas résolu. C'est à peu près ici, on aura aussi une surtension. OK? Vous voyez, la surtension à l'ouverture d'un interrupteur circuit RLC en série. Bon, cet exercice un peu, voilà, fait écho à l'exercice qu'on vient de résoudre. À la résonance, vous voyez que, en fait, je serai en surtension. Et le fait d'être en surtension, on le voit, s'applique U efficace est égal à 5 volts et j'ai UC efficace à la résonance qui est égal à 114 volts. Donc, ça a été multiplié par un facteur, un coefficient de surtension plus 0 qui est de 22,7. OK, donc on va résoudre ce problème aussi. Il faut le lire attentivement. Et donc, cet exercice concerne un régime sinusoïdal, donc régime variable. Et comme vous le voyez bien, c'est un circuit RLC en parallèle. Vous voyez que ici, on a U qui est là, qui est la tension aux bornes de ces deux branches. Et le courant dans le principal, c'est I. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a L en série avec R. Et puis, on a ici R en série avec C. Et les deux branches sont en dérivation, donc sont en parallèle. Très bien. Donc, la première question, c'est trouver l'impédance complexe, Z équivalent. Z équivalent de ce circuit-là. Donc, en fait, ça, tu le remplaces par un courant I qui arrive et tu le remplaces par un dipôle qui a une impédance complexe Z équivalent. Donc, c'est I qui arrive et j'ai U qui est comme ça. Donc, c'est quoi l'impédance équivalente de ce bout de circuit qui est un dipôle? Donc, c'est L et R en série. Donc, ça va être ZR plus ZL. Et maintenant, en parallèle avec ZR plus ZC. OK? Donc, j'ajoute ces deux impédances et j'ajoute ces deux impédances et je les combine en parallèle. Donc, Z équivalent que je calcule, ça va être R plus JL oméga en série avec R moins J sur 1C sur C oméga. Donc, si j'ai ça et ça en parallèle, le Z équivalent va être le produit divisé par la somme. Donc, ça va me faire R J L oméga multiplié par R moins J 1 sur C oméga. Et je divise par la somme qui est R plus J L oméga plus R moins J sur C oméga. Et à partir d'ici, il faut faire les calculs, quoi. Hein? OK, donc d'abord, je vais regarder le dénominateur. Donc, je vais dire Z équivalent. Le dénominateur, ça va juste être 2R. 2R, voilà. Plus J, L oméga, 1 sur C oméga. Donc, ça, c'est le dénominateur. Et le numérateur, je dois faire la multiplication. Donc, si on fait la multiplication de ça par ça,
Bon, c'est pas difficile, hein. On aura R au carré multiplié par L oméga sur C oméga. Donc, on multiplie ça par ça et on multiplie ça par ça. Et le moins J au carré, ça va être plus. Donc, c'est pour ça que j'ai un plus ici. Et vous voyez que le oméga va se simplifier. Ça, c'est la partie réelle. Maintenant, plus la partie imaginaire qui sont les produits croisés. Bon, vous connaissez ça mieux que moi. Comment on faisait en terminale. OK, donc ça nous fait R, L oméga moins R sur C oméga. OK, on va simplifier un peu. Donc, Z équivalent complexe. N'oubliez pas, c'est des tildes ici, OK? Donc, c'est des complexes. J'aurai au numérateur, j'aurai L au carré plus L sur C. Et ici, place ici R, on va dire, je vais mettre R1. Je vais sortir ce R là et je développe. J'aurai LC oméga au carré moins 1 divisé par C oméga. Et au dénominateur, j'aurai 2A plus J et je réduis au même dénominateur. Donc, j'aurai LC oméga carré moins 1 divisé par C oméga. OK, je vais le conserver comme ça. Même si j'aime pas les J au dénominateur, je vais les laisser comme ça. Donc, c'est ça Z équivalent. Donc, si LC oméga au carré est égal à 1, que vaut le déphasage phi U I? Oh, si LC oméga au carré moins 1 est égal à 0, ça me simplifie beaucoup de choses. Qu'est-ce que ça simplifie ici? Comme vous le voyez, ça devient 0. Et ça devient 0. Donc, quand j'ai ça, quand j'ai cette condition, mon Z équivalent, c'est R au carré plus L divisé par C divisé par 2R. En d'autres termes, c'est R divisé par 2 plus L sur 2RC. Donc, c'est ça mon Z équivalent. Et vous voyez que cette condition-là annule la partie ou les parties imaginaires. OK? Donc, ça annule les parties imaginaires parce que c'est juste L oméga égale à 1 sur C oméga. Et donc, ça annule les parties imaginaires. Donc, c'est quoi le déphasage, à votre avis? Et ça annule les parties imaginaires et que les parties réelles. Donc, il n'y a pas de déphasage entre phi et U. Donc, déphasage entre phi et U, c'est 0. Donc, quand j'ai cette condition, le déphasage est égal à 0. J'espère que c'est clair. OK, on passe au prochain exercice qui est aussi important. Donc, cet exercice, on va le lire ensemble. On a un circuit RLC, donc le circuit électrique suivant. Donc, c'est un circuit électrique qui est composé de deux branches montées en dérivation en parallèle. Une branche AB, donc ça, c'est la branche AB. On va comme ça. Et ça, c'est la branche AB. Parcouru par un courant I1, vous voyez ce courant-là, c'est ça que j'appelle I1. Le courant sur la branche 1. OK? Et c'est composé d'une résistance R1, comme vous le voyez, et d'une bobine L. Très bien.
Donc, sur cette branche-là, la première branche, je peux calculer Z1 complexe. Z1 complexe, ça va être ZR1 plus ZL. Donc, en d'autres termes, ça va être R plus JL oméga. Donc, c'est R1, évidemment. L'impédance complexe dans le premier. Très bien. Après, j'ai une seconde branche. Je vais le faire en bleu, peut-être. Donc, c'est la branche CD, avec C est égal à A et D est égal à B. Donc, c'est cette branche-là. OK. Donc, sur cette branche-là, on a un courant I2, qui est ce courant I2. Et cette branche est composée de R2, comme vous le voyez ici, en série avec une capacité C. Donc, on va dire que l'impédance équivalente dans cette branche de l'impédance complexe va être ZR2 plus ZC. En d'autres termes, ça va être R2 moins J sur 1 sur C oméga. Ça, c'est les deux impédances complexes dans chaque branche. Très bien. La tension aux bornes, donc de A et B, donc tout ça est soumis à une tension qui est U, UA moins UB. Et vous voyez que c'est cette tension U-là qui est sinusoïdale. Super. Donc cette tension-là, elle est imposée de l'extérieur, on va dire. OK? Et c'est une tension sinusoïdale. Et c'est UA moins UB. Donc les deux branches ont la même tension. On est d'accord. Très bien. La question c'est suivante. Déterminer la relation entre R1, R2, L et C pour que le déphasage entre I1 et I2 soit plus pi sur 2. Donc, je veux que ce I1-là soit en avance de I2 de 90 degrés. Est-ce que vous voyez? OK? Donc, je veux que qui soit en avance. Pardon. OK. Quand je l'écris comme ça, I1, I2 est égal à 90 degrés. Ça veut dire que I2 est en avance. I2 est en avance de 90 degrés plus 90 degrés par rapport à I1. OK? Donc, si j'ai I1 ici, j'aurai I2 comme ça. Et on voit que I2 est en avance par rapport à I1 de plus 90 degrés. Donc, c'est ça que je veux. Et pour ça, je vais le faire de deux façons. On peut le faire de la façon complexe. On peut le faire aussi de la façon graphique. Et on va voir que ici, la façon graphique est beaucoup plus facile. D'abord, répondons à la question de la façon complexe. Donc, par la méthode complexe. Donc, c'est ça que je veux. C'est ça mon objectif. C'est ça la condition. Maintenant, je veux l'avoir en termes de relation entre ces quatre variables, R1, R2, L et C. OK. Donc, on est d'accord que U, je vais commencer par la représentation complexe. U, c'est la même chose dans les deux branches. C'est égal à U1, c'est égal à U2. Et c'est ça que j'appelle UAB, UA moins UB. Okay? Les deux tensions en dérivation, les deux tensions sont égales. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de U1 complexe? U1 complexe, bon, c'est Z1 complexe multiplié par I1 complexe. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ça, c'est la loi d'Ohm. Et avec les complexes. U1 complexe, c'est Z1 complexe multiplié par
I1. Et U2 complexe, c'est Z2 complexe, Z2 étant ça, ça, multiplié par I2 complexe. Est-ce qu'on est d'accord? Et ces deux doivent être égales. Super. Donc, en d'autres termes, donc c'est ça ma première, voilà, ma première relation. Z1 complexe I1 complexe est égal à Z2 complexe I2 complexe. Et ça veut dire que I2 complexe divisé par I1 complexe est égal à combien? Égal à Z1 complexe divisé par Z2 complexe. Bon, j'ai juste exploité ces données-là. Donc, I2 complexe divisé par I1 complexe, c'est quoi Z1 complexe? Je connais déjà Z1 complexe, c'est R1 JL oméga. C'est quoi Z2 complexe? C'est R2 moins I. Encore une fois, je vais multiplier en haut et en bas par le complexe conjugué du dénominateur. J'aurai R2 plus J1 sur C oméga. Et ici, j'aurai R2 plus J1 sur C oméga. Au niveau du dénominateur, c'est simple. Donc, je suis en train de calculer I2 sur I1. Donc, au niveau du dénominateur, qu'est-ce que j'ai? J'aurai R1, R2, pardon, j'aurai R2 au carré. Et donc, j'aurai R2 au carré. R2, R2, plus 1 sur C oméga au carré. Et au niveau du numérateur, je fais cette multiplication-là. Bon, vous savez comment faire cette multiplication en complexe, mais ça vous donne un résultat R1, R2, moins L sur C. Donc ça, c'est ça, plus ou moins ça. Donc c'est pour ça que j'ai un signe moins ici. L oméga divisé par C oméga, le oméga va, c'est ça, en plus J. Et j'aurai R2 L oméga plus R1 sur C oméga. Donc c'est ça que j'ai. Très bien. Donc ça, c'est la partie réelle. Et c'est ça la partie imaginaire. Maintenant, I2 sur I1, en réalité, c'est la norme. I2 sur la norme de I1, exponentielle de J, I2 par rapport à I1. Okay? Donc, ce ratio que je viens de calculer, qui est I2 sur I1 en complexe, je peux l'écrire sous cette forme-là. C'est la norme de I2 sur la norme de I1. Ça, c'est l'écriture complexe exponentielle de J, puis I2, le numérateur, par rapport au dénominateur I1. Regardez bien ce que je veux. Je veux que phi2, je veux que I2 soit en avance par rapport à I1 de plus 90 degrés. En d'autres termes, je veux que phi I2 I1 soit égal à plus 90 degrés, est égal à plus pi divisé par 2. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce qui me donne un argument de plus 90 degrés? C'est un imaginaire pur positif. OK?
un imaginaire pur positif, en réalité, je veux que I2 sur I1 complexe soit un imaginaire pur positif. Donc, soit I multiplié par valeur absolue de I2 sur I1. Ça, c'est un imaginaire pur positif. Donc, je veux que ça, je vais le réécrire en bleu. Donc, je veux que ça soit un imaginaire pur positif. Ça tombe bien. Ça, c'est positif. Le dénominateur est positif. Pour que ça soit un imaginaire pur positif, je veux que la partie réelle soit nulle. Donc, ça veut dire que la partie réelle, R, I2 sur I1 est égale à 0. Donc, la condition, c'est R1, R2 moins L sur C est égal à 0. Donc, c'est ça la condition que je cherche. Ça veut dire que R1, R2 est égal à L sur C. Donc, pour que j'ai ce déphasage de pi sur 2, il faut que j'ai cette relation-là. Donc, on vient de le montrer avec les valeurs, la représentation complexe. Et j'espère avoir été clair. Donc, je veux que ce ratio-là soit un imaginaire pur positif. Donc, je veux éliminer la partie réelle. Donc, je veux que ça soit 0. C'est ça ma condition pour que j'ai un déphasage entre I2 et I1 de plus 90 degrés. Super. Donc, on a résolu la première partie. Maintenant, on va faire la même chose et on va utiliser la méthode graphique, qui est la méthode de Fresnel. Donc, on va utiliser la méthode de Fresnel. Donc, U, qui est en tension aux bornes de la branche AB, et UR1 plus UL. On est d'accord. Et le même U, c'est le même U, hein? Donc, c'est UR2 plus UC. Donc, ça nous donne une condition. En fait, UR1 vecteur plus UL vecteur doit être égal à UR2 vecteur plus UC vecteur. Donc, la méthode de Fresnel doit nous donner ça. C'est la même. Donc, ça c'est U, ça c'est UR1, ça c'est UL. Donc, la somme de ces deux doit nous donner U. Je ne parle pas des valeurs efficaces, hein? Je parle des valeurs vectorielles et des valeurs complexes, des valeurs simples. Mais les valeurs efficaces ne s'ajoutent pas, évidemment. Ça c'est UR2 et ça c'est UC. Donc, c'est ça. Super. Donc, on va représenter les vecteurs. C'est quoi UR1? Bon, maintenant vous êtes habitués, hein? Je vais dire que UR1 c'est R1 I1 en valeur efficace et le déphasage c'est 0. Plus UL. UL c'est L oméga I1. I1 étant la valeur efficace et le déphasage c'est plus pi sur 2. Okay? Quand je dis plus pi sur 2, je parle du déphasage entre UL et I1. On va représenter ça. Donc, c'est ça mon I1
veux que l'angle que je parcours entre I1 et I2 soit 90 degrés. Donc, en fait, j'aurai mon I2 comme ça. Et vous voyez, cet angle-là, c'est 90 degrés. Donc, je parcours I1 et je vais vers I2. L'angle, c'est plus 90 degrés. OK. Donc, UR1, c'est R1, I1. Donc, c'est ça. Ça, c'est R1, I1. Et vous voyez le déphasage entre UR1 et I1, c'est 0. Tu vois, c'est aligné sur I1. Après, j'ai UL. UL, c'est ce vecteur-là. Ça, c'est UL, vecteur. Et en norme, c'est L oméga I1. Et vous voyez, le déphasage entre UL et I1, c'est plus 90 degrés. Donc ça, je viens de représenter graphiquement ça. OK? Et ça, c'est U. Maintenant, je sais que aussi U, donc ça, le premier, c'est ça. Le deuxième, je vais utiliser ça. Donc, je vais dire que c'est UR2 plus UC. Mais c'est quoi UR2 par rapport à I2? Donc, UR2 est un vecteur qui a pour norme R2, I2 et déphasage par rapport à I2, c'est 0. Plus UC, soit la norme de UC, c'est 1 sur C oméga I2. Est-ce qu'on est d'accord? Super. Et l'angle entre UC et I2, c'est moins U sur 2. Donc ça, c'est UR2 en norme. Et ça, c'est UC en norme. Et ça, ce sont les déphasages. Donc, I2 est ici. Comme vous pouvez le voir, je vais prendre une autre couleur. Comme ça, je vais pas me... OK, on va prendre, on va dire... OK, gris. Donc, I2, c'est ça. Et il n'est pas très clair. Je vais prendre le vert. Donc, I2, il est là. Donc, U2 est en phase avec I2. Donc, U2 va être comme ça. OK? Donc, ça, c'est UR2. Et après UC, il sera comment UC? UC va être en déphasage de, donc ça, c'est I2, va être en déphasage de moins pi sur 2. UC va être comme ça. Ça, c'est UC. UC, c'est combien? C'est 1 sur C oméga I2. OK, super. Et on voit qu'en fait, ce que je vous suis en train de faire, c'est ce U-là, qui est la tension totale, qui est le U total. Je peux l'avoir de deux façons. En allant dans la direction de I1, puis en allant comme ça, bien en allant comme ça, puis en allant comme ça. OK? Je veux que I1 et I2 fassent 90 degrés. Donc, pour faire U, qui est ici en rouge, je peux prendre ce circuit rouge, I1 d'abord, RI1, UL, ou je peux dire RI2, qui est UR2 plus UC. Et ça doit me donner le même résultat, puisque j'ai 90 degrés between entre I1 et I2. Grâce à ça, je peux évidemment écrire des relations géométriques. Pour que ça soit vrai,
il faut que ça, je vais le mettre en bleu, il faut que ça soit égal à ça. Ça, c'est la première condition. Donc, la première condition, c'est R1, I1. Il faut que ça soit égal à ça, qui est UC, qui est 1 sur C oméga I2. Donc, ça, c'est la première condition. Cette première condition, en fait, euh, comment on appelle ça? M'assure que UR1 en norme va être égal à UC en norme. Donc, je veux que ça c'est UR1, va être égal à ça. OK? La deuxième condition, c'est que UR2 en norme, qui est là, va être égal à UL. En d'autres termes, R2I2 doit être égal à UL, qui est L oméga I1. Et ça, c'est la deuxième condition. Je ne sais pas si c'est clair. OK. Donc maintenant, tout ce que je vais faire, je vais réécrire ça. La première condition s'écrit comme ça. R1I1 est égal à 1 sur C oméga I2. Et la deuxième condition s'écrit comme ça. L oméga I2 est égal à R2 I2. L oméga I1, pardon. Super. Donc, ce qu'on va faire à partir d'ici, c'est on va prendre le ratio entre 1 et 2. Si on prend le ratio entre 1 et 2, vous voyez, I1 va partir. Donc, j'aurai R1 sur L oméga doit être égal à ça. Ratio entre ça et ça. Donc, le I2 va se simplifier. Donc, j'aurai R2, pardon, 1 sur C oméga divisé par R2. Okay? Le I1 se simplifie, le I2 se simplifie. Donc, je peux simplifier par le oméga. Et j'ai R1, R2 égale à L sur C. Et c'est la même condition. Est-ce que c'est clair? Super. C'est la même condition. Exactement la même condition. OK? Bon, je vais répéter un peu. Pour pouvoir résoudre cet exercice graphiquement ou vectoriellement ou la représentation de Fresnel, on a utilisé U égale à UR1 vecteur plus UL vecteur. Et c'est la même chose que UR2 vecteur plus UC vecteur. Pourquoi? Parce que les deux sont en parallèle. Donc, cette tension-là, U, je peux la voir là ou je peux la voir comme ça. C'est exactement la même tension. Maintenant, vectoriellement, je veux que I2 et I1 forment un angle de 90 degrés. Donc, si je dis que c'est ça, I1, I2 va être comme ça. Et on a 90 degrés entre les deux. On est d'accord? Super. Maintenant, ce qu'on fait, c'est on va faire ça. UR1 va être comme ça. C'est en phase avec I1. Parce que c'est une résistance. Et UL va être comme ça. UR2 va être en phase avec U2. On va faire comme ça. Et UC va être comme ça. Et je veux que les deux soient exactement la même chose. Ça donne le même vecteur U, évidemment, parce que sinon ça ne fait pas sens.
Donc, je veux que la somme des deux vecteurs me donne le même vecteur U qui est l'hypoténuse ici. Et pour que cela arrive, la seule façon que cela arrive, c'est que cette norme-là soit égale à cette norme-là. Ça veut dire que R1, I1 soit égal à UC en norme. Et UC en norme, c'est quoi? C'est 1 sur C oméga I2. Et ça, c'est la relation 1. Pour que ça arrive aussi, il me faut obligatoirement que ce UL soit égal à UR2. Ça veut dire que R2, je vais commencer par UL. Donc, ça veut dire L oméga I1 soit égal à R2 I2. Donc, vectoriellement, pour que j'ai cette somme soit la même chose, je dois avoir ça. Ça doit être égal à ça. Ça, c'est la condition 1. Et ça doit être égal à ça. Ça, c'est la condition 2. Donc, je prends le ratio 1 sur 2. Je prends ça divisé par ça. Le I1 va partir. Donc, j'aurai R1 sur L oméga. Et je prends ça sur ça. Le I2 va se simplifier. Et j'aurai 1 sur C oméga divisé par R2. Donc, R2 qui est ici. Donc, ici, je vais simplifier par les oméga. Et je finis par ma condition qui est R1, R2, L sur C est égal à 0. Qui est exactement le même résultat qu'avant. J'espère que c'est clair et voilà, c'est un excellent exercice et voilà. Donc en fait, on peut jouer avec ça, hein, vraiment jouer avec les circuits RLC et avoir des choses très intéressantes. Ok, allez, bon courage. Ok, si on continue dans la même veine, il y a cet autre exercice aussi qui est très intéressant. Bon, je crois que je ne vais pas le résoudre, hein. Je vais vous laisser le résoudre par vous-même. Ok, c'est un circuit RL. Pardon, c'est un circuit LC. Donc, j'ai L1, L2 et j'ai C. L2 et C sont en parallèle. OK? Et l'ensemble est en... Donc, on peut calculer, par exemple, l'impédance complexe équivalente. Donc, ça va être ça, ZL2 multiplié par ZC divisé par la somme. OK? Et ça va être ZL1. Vous voyez à peu près? Donc, on peut faire le calcul, hein. Vous pouvez le faire. Je vais vous laisser le faire. Il est intéressant. Bon, on ne peut pas tout résoudre malheureusement. Donc, essayez de vous, comment on appelle ça, de vous exercer pour comprendre ce qui se passe. Ça, c'est un autre exercice très intéressant que je vais vous laisser aussi résoudre par vous-même. Pas tout résoudre, malheureusement. Le circuit, il est assez intéressant, comme vous le voyez bien. LR en parallèle et le tout en série avec C. OK? Je vous laisse le faire. Après, on a couplage par inductance mutuelle. Ça, je ne suis pas sûr que vous l'ayez fait en classe, mais c'est toujours intéressant. OK? Bon, vous pouvez sauter cet exercice. C'est l'inductance mutuelle, pas la self-inductance. Donc, en gros, je fais varier le flux ici. Ça a un impact sur cette inductance-là. OK? Bon, typiquement, c'est un transformateur et c'est intéressant. Et je ne crois pas que on vous exige de connaître ça. Ça, c'est juste pour votre culture générale, on va dire. Ah, facteur de puissance. Ça, c'est un excellent exercice. OK?
calculer le facteur de puissance. Vous vous rappelez le facteur de puissance? Comment calculer le facteur de puissance? Okay. Parce qu'ici, je vous donne la puissance active. Vous vous rappelez, la puissance active, P, c'est 5,5 kW. Et U efficace, I efficace, multiplié par cosinus phi. Donc, je connais U efficace, il est là. Je connais I efficace, il est là. Donc, je peux calculer le facteur de puissance cosinus phi. Et pi divisé par UF, IF. Vous le faites, OK? Et vous pouvez aussi calculer la puissance réactive. Okay? Parce que si vous connaissez cosinus phi, vous pouvez connaître sinus phi. Donc, la puissance réactive Q est U efficace, I efficace, sinus phi. Okay? Et c'est en volt ampère réactif. Et vous pouvez le calculer. Et on voudra bien améliorer le facteur de puissance. Donc, pour l'améliorer, on place un condensateur en dérivation au bord. Je vous laisse faire ce calcul-là. C'est intéressant, OK? En utilisant la méthode complexe ou la méthode vectorielle des intensités. C'est intéressant de le faire. Bon, on n'a pas eu le temps de le faire en cours. C'est pas méchant. Ça, il faut connaître. Après ça, c'est un peu plus technique, mais c'est intéressant. Je vous laisse le faire. Je n'ai pas le temps de le faire, malheureusement. Ça aussi, c'est un autre exercice qui utilise les facteurs de puissance. Je vous laisse le faire. Okay? Le triangle des puissances, vous vous rappelez de ça? La puissance au carré. Je crois que, bon, pardon, on l'avait appelé quoi? La puissance apparente, la puissance active et la puissance réactive. Donc, je vous laisse, il faut revoir le cours un peu et essayer de bien résoudre ça. Le relèvement du facteur de puissance est très important parce que quand on relève le facteur de puissance, on diminue les pertes Joule, par effet Joule. Donc, vous voyez la Sénélec, EDF, les grands producteurs d'électricité, ils veulent bien relever le facteur de puissance pour pouvoir transmettre le courant à haute euh, voltage, à haut potentiel. Comme ça, sur des kilomètres et des kilomètres, on réduit drastiquement les pertes en effet Joule. Je vous laisse faire cet exercice. OK, ça c'est encore un autre exercice plus intéressant. Je n'ai pas le temps de le faire, mais bon, vous allez le faire. Hein. Vous pouvez connaître le delta T là et le lié au déphasage delta phi. OK, super. Ampoule basse consommation, ça c'est des exercices pratiques. Bon, vous pouvez vous exercer. Je ne crois pas que ça vienne à l'examen. On n'a pas eu le temps de bien traiter ça en cours, mais c'est des exercices très intéressants. OK, régime monophasé, un autre exercice intéressant. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous très bon courage pour l'examen. Mieux vaut tard que jamais. Chose promise, chose due. Allez, bon courage. Peace. Salam.